Attention! Il arrive! Le vengeur masqué, le revanchard vénère, testostéroné, baraqué. Je veux ma vengeance. Mais dites-moi, le règlement de compte serait-il un truc de mec? Que nenni! Les femmes, évidemment, se battent, se défendent, se vengent depuis des siècles, dans la vraie vie comme en fiction. Et elles sont même plus fortiches que dans Kill Bill. Dessine-moi une femme violente. Elle doit avoir un couteau, ou du poison, ou un bon flingue, ça marche aussi. Irénée, militante anarcho-féministe, leur dresse le portrait dans son livre « La terreur féministe ». Elle détricote au passage un principe historique. On revendique souvent que le féminisme n'a jamais tué personne, que c'est le mouvement le plus pacifique de l'histoire. On se rend vite compte que non, qu'il y a bien eu des femmes qui ont tué pour ne pas mourir, des femmes qui ont tué pour ne pas se faire agresser, ou des femmes qui ont tué en groupe pour revendiquer des positions politiques. Tout part d'un stéréotype bien connu, celui des femmes passives et douces comme des agneaux. Disqualifiée par nature, la violence des femmes n'est jamais prise au sérieux. Caricaturée en un crépage de chignon, sexualisée à donf, ou fantaisiste, surfant sur des mythes très crédibles comme la mangeuse d'hommes ou les vagins dentés. I think there might be something weird going on inside. Pourtant, montrer une violence au féminin réaliste, ça aurait un impact cathartique. C'est ce que pense Mathilde Bléza, autrice de « Pour l'autodéfense féministe ». Avoir des images de femmes qui ripostent contre des agressions sexuelles aussi, par ailleurs, ça montre que en fait, c'est pas normal de vivre ça et qu'on a le droit d'être en colère, de se défendre et de dire ça suffit. Il existe même une catégorie de films intitulée Rape and Revenge pour raconter ce type d'histoire. Le premier du genre daterait de 1960 et n'est pas vraiment féministe. La source, d'Ingmar Bergman, où celui qui se venge du viol d'une femme, c'est un homme. Désormais, à l'écran, c'est plus souvent madame qui se défend. Mais méfiance. Le fait de représenter un personnage féminin qui se venge après une agression sexuelle n'est pas forcément féministe. Je pense que ce qui rend cette scène ou ce scénario féministe ou pas, c'est la manière dont cela est représenté. Typiquement, le coréen Park Chan-wook projette ses fantasmes sur ses héroïnes vengeresses. La série américaine La Servante écarlate évite, elle, cet écueil. On vit les choses avec June, quitte à insister un peu trop sur toutes les horreurs subies. Mais je trouve qu'on voit la différence quand même dans les œuvres quand elles sont réalisées par des femmes ou par des féministes ou par des personnes qui réfléchissent à ça, que même quand elles mettent en scène des femmes qui se défendent, on ne voit pas forcément, on n'a pas un côté porn comme ça, voyeuriste, de détails sans fin de la violence qu'elles subissent. Violée, tabassée, enterrée vivante, Uma Thurman dans Kill Bill est en plein trauma porn. Ce regard masculin sur les récits de femmes, c'est le fameux male gaze, théorisé en 1975 par Laura Mulvey, critique de cinéma britannique. Si elle n'échappe pas au regard des réalisateurs masculins, le personnage de Lisbeth Salander permet de montrer une femme indépendante, brillante, glaciale, qui se venge de son violeur en lui tatouant le bide. Dans le cas de Lisbeth Salander, ce qui est très parlant, c'est que la violence dont elle fait usage, elle n'est jamais gratuite. Et historiquement, les ripostes féminines répondent à des oppressions. En 1789, c'est la faim qui motive la marche des émeutières menées par des Parisiennes jusqu'à faire trembler le roi à Versailles. Dans le Bénin du 19e, c'est la colonisation française qui fait prendre les armes aux Amazones du Dahomey. En peinture, la vengeance prend le visage de la peintre italienne Artemisia Gentileschi, violée puis humiliée, qui se représente sous les traits de Judith tuant Holoferne. Et on le sait peu, mais même les suffragettes ont posé des bombes et se défendaient violemment. Elles ont rencontré une prof de Jiu-Jitsu et avec elle, elles se sont entraînées au Jiu-Jitsu et elles ont comme ça formé, façonné un mode d'autodéfense féministe pour se défendre elles-mêmes déjà. Progressivement, les féministes reviennent à cette question. Faut-il donc faire peur aux hommes ? Le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leurs pulsions masculines. C'est donc ça, la recette magique pour faire tomber le patriarcat ? Ouais, ça, moi, j'en suis convaincue. Ça veut dire que s'ils avaient peur
physiquement pour leur sécurité, pour leur intégrité physique, ils seraient beaucoup moins violents, même verbalement, même, je sais pas moi, les inégalités au travail, même des petits niveaux d'inégalité ou de violence ordinaires, on les subirait moins.